C'est l'heure des Grandes Gueules Moyen-Orient, votre émission de débat et d'opinion entre la France et Israël. Voici nos sujets du jour. Reconfinera pas, la France connaîtra son sort dans les heures qui viennent et la date est tout sauf anodine. Nous sommes un an jour pour jour après le premier confinement. Alors, le pays est-il en train de retourner à la case départ? Et en face, Israël passe-t-il définitivement pour le pays modèle qui a su gérer la pandémie? Ce sera notre grand débat à la une. Nous en parlerons également avec notre invité Gilbert Collard, député européen, Rassemblement national. Des réunions racisées interdites aux Blancs. Le syndicat étudiant UNEF, non seulement en organise, mais en plus, il le reconnaît. Alors le monde universitaire est-il obsédé par les questions de race? A-t-il viré indigéniste? Ce sera le grand débat des GGMO. Enfin, Louis Croivet-Bâton, c'est fini. Plusieurs musées comme le Louvre ou le musée Carnavalet ont simplifié leurs panneaux d'explication. Louis XVI s'écrit désormais en chiffres arabes. Alors faut-il le déplorer ou est-ce dans le sens de l'histoire? Les GGMO veulent savoir. Et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les soirs. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir à nos invités de ce mercredi soir. Je salue Mickaël Lara, psychiatre. Bonsoir. Bonsoir mon cher Mickaël, heureux de vous retrouver dans nos Grandes Gueules Moyen-Orient. Bonsoir Laurent Siget, membre du parti Avoda. Merci également d'être avec nous ce soir. En direct avec nous depuis Paris, Lydia Guirous, essayiste. Bonsoir ma chère Lydia. J'en profite pour rappeler la sortie de votre dernier ouvrage, Assimilation, en finir avec le tabou français. C'est aux éditions de l'Observatoire. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble il y a une quinzaine de jours. Un salut également à Laetitia Kroupa, journaliste spécialiste en communication politique, également en direct avec nous ce soir. Bonsoir ma chère Laetitia. Allez, passons tous ensemble tout de suite au sujet à la une. C'est désormais un secret de polichinelle. La France va replonger dans un confinement. Reste à savoir quel territoire et pour quel type de confinement. L'annonce se fera demain à 18h, mais depuis le début de la semaine, le gouvernement fait tout pour mettre les citoyens en condition, Noémie. Oui, et pas plus tard qu'hier, le Premier ministre Jean Castex a affirmé chez nos confrères de BFM TV que, je cite, le moment était venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne où la situation sanitaire est préoccupante. Puis aujourd'hui, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé que des mesures supplémentaires allaient être prises. Écoutez-le. Il a été décidé ce matin en Conseil de défense que des mesures supplémentaires seraient prises dans un certain nombre de territoires. Dans les prochaines heures, des concertations seront menées par l'État avec les élus locaux dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France et dans les départements qui sont contigus à ces régions pour partager l'état de la situation actuelle, pour recueillir l'avis des élus locaux sur les différentes mesures. Merci beaucoup Noémie. Alors voilà pour ce rappel. Je vais commencer avec vous Laetitia Kroupa si vous le voulez bien, puisque vous suivez au quotidien les coulisses de la politique française. A-t-on une idée de ce qui s'annonce concrètement et surtout pourquoi le gouvernement français attend-il tellement avant de faire ces annonces ? Alors, je vais répondre déjà par la deuxième question. Il attend parce qu'il met en scène la concertation. Il ne peut pas arriver en disant voilà, c'est comme ça et c'est un confinement et on n'en discute pas. Là, il est sur la table, bien sûr, ce confinement apparemment week-end pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France, mais l'exécutif ne peut pas l'imposer de façon verticale. C'est ce qu'on lui reproche depuis un moment, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc, il consulte, il se concerte avec les élus locaux, avec les maires, pour essayer de trouver la meilleure solution possible, encore une fois, dans le confinement, parce que c'est effectivement ce qui se profile, Benjamin, je peux vous le dire, normalement, on devrait demain annoncer qu'un confinement week-end pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France sera effectif dès samedi. Voilà ce que le Premier ministre va nous annoncer, et il était à l'Assemblée nationale tout à l'heure pour, bien sûr, l'annoncer avant toute chose aux députés. Écoutez, c'est des annonces à suivre. Alors, vous nous en donnez quelques lignes. Lydia Guirous, on est quand même aujourd'hui à une journée très particulière. On est un an tout juste après le premier confinement. Vous n'avez pas l'impression, quand vous entendez ce que nous dit Laetitia et les annonces également à venir du gouvernement, qu'on est en train d'observer un retour presque à la case départ ?
J'ai l'impression que c'est l'histoire sans fin, effectivement. Confinement, pas confinement, toujours les mêmes solutions un an après, alors que le confinement n'a pas prouvé son efficacité et que de nombreux spécialistes nous disent que les clusters familiaux au moment des confinements ont été très importants. En plus, moi, je ne veux pas que l'on oublie la jeunesse, je ne veux pas qu'on minimise les dégâts psychologiques et les impacts sur la santé aussi des Français, ceux qui ne sont pas pris en compte lorsqu'ils font un AVC ou d'autres ou des dépistages notamment du cancer. Donc je suis vraiment atterrée de voir que l'on va vers un confinement. J'espère que ce sera un confinement allégé et que ça sera uniquement le week-end, mais je pense que normalement après une année nous avons eu le recul nécessaire pour trouver d'autres solutions que celle de confiner encore. La seule solution, Benjamin, juste pour compléter, serait l'ouverture de lits, puisque vous avez bien vu, c'est l'embolie des hôpitaux qui conduisent finalement à repartir sur cette hypothèse du confinement, parce que finalement Emmanuel Macron, il y a 4 semaines, a refusé de suivre les préconisations du Conseil scientifique et donc de confiner de façon préventive. Et il a eu finalement pas si tort que cela, parce que quand on regarde les chiffres des contaminations, ça n'a pas explosé de façon exponentielle, comme les scientifiques le disaient. Mais c'est les hôpitaux, ce sont les lits de réanimation qui posent problème. Là, les hôpitaux sont pleins à craquer. Il y a des solutions. Et on ne peut pas, mais il fallait peut-être avoir des hôpitaux. Pas si tard, c'est peut-être la raison pour laquelle il va y avoir les annonces de demain, Laetitia. Pourquoi ne pas réquisitionner le Val-de-Grâce ? J'ai pas entendu votre question. Vous dites qu'il avait peut-être bien fait de ne pas confiner, mais c'est peut-être justement à cause de cette méthode et cette façon de ne pas aller jusqu'au bout que la France va être dans l'obligation demain de prendre des mesures plus radicales. Non. Apparemment, on ne sait absolument pas, Benjamin, si on avait confiné en février, comme le préconisait le Conseil scientifique, on ne sait pas aujourd'hui, avec les variants, où nous en serions de la situation sanitaire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a gagné quelques semaines. Et ça, c'est ce que le gouvernement tente à mettre sur la table comme explication, comme communication, si vous voulez. On n'a pas perdu des semaines, mais gagné. Gagné pourquoi ? Pour l'économie, gagné pour la psychologie, et Lydia a raison, pour social. Si vous voulez, l'état, franchement, du moral des Français est déplorable. Oui. Je ne sais pas du tout comment va se passer ce confinement, même si c'est le week-end. Alors ça, c'est une vraie question. Il y a un tiers des Français qui ne veut plus du tout de restrictions. Il y a par ailleurs, il n'y a pas de consensus de la part des scientifiques sur ce sujet. Et vous avez Christophe Prudhomme, qui est un urgentiste en Ile-de-France, qui dit que la situation ne nécessite pas de confiner de manière stricte aujourd'hui. Et il avance une proposition, c'est celle de transférer non pas des malades un par un, mais de transférer des médecins depuis la province vers l'Île-de-France afin d'ouvrir des lits de réanimation beaucoup plus rapidement. Alors, je vous entends également à Tel Aviv, quand on connaît notre situation ici en Israël et que vous voyez la France, vous dites quoi, Laurent Siget, la France a tout raté ou pas? Non, d'abord, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer. Je pense que tout de même, quand vous regardez l'Allemagne qui a reconfiné, l'Italie qui a reconfiné la France, je crois que M. Macron a fait un choix d'essayer de garder à un maximum le choix de la vie, c'est-à-dire d'essayer que la vie reste la plus normale possible. De toute façon, même si on venait à reconfiner... Pas le choix de la vie, le choix de la vie normale, c'est pas la même chose. Peut-être justement au prix de la vie et de certaines vies. Vous avez raison. Ce que je pense, c'est que même si on reconfinait l'Île-de-France et la région Hauts-de-France, ça reste tout de même qu'un tiers de la France, 2 tiers de la France ne serait pas reconfiné du tout. Donc en gros, c'est la politique qu'avait proposé M. Gamzo en Israël, c'est-à-dire faire des confinements de type locaux. C'est-à-dire cette région-là est touchée, on reconfine cette région. Cette région-là n'est pas touchée, on ne reconfine pas cette région. Ici en Israël, on avait proposé ça et on l'a pas fait. Nous, on a eu des reconfinements qui ont fait que même les villes qui étaient vertes étaient reconfinées de la même façon que les villes qui étaient très rouges. Oui, enfin, vous vous souvenez aussi qu'au printemps, on a un moment complètement fermé Bnei Brak, on a complètement fermé certains quartiers de Jérusalem. Donc il y a eu aussi des confinements séquencés. Il n'y a pas eu de confinements locaux dans le sens qu'on n'a pas permis à Tel Aviv d'avoir une vie normale et à Bnei Brak d'être fermé. Tandis que là, si vous habitez dans une région qui ne sera pas reconfinée, vous vivez de façon tout à fait normale. C'est un peu différent. C'est un choix. Je ne pense pas qu'il ait eu tellement de temps. Je pense qu'il y a effectivement un manque cruel de moyens de lits. Lorsque je regarde tous les soirs, je regarde le journal sur France 2 et je vois qu'effectivement on parle de manque de moyens. Des manques de moyens, on les a eu ici aussi. C'est pas typique et c'est pas propre à la France. On les a eu en Israël. En Israël, on a eu de la chance qu'on a un système. À la date d'aujourd'hui, on en sort. On en sort. Ils retournent
vers un type de confinement. Le prix qu'on paye aujourd'hui en Europe aussi, c'est le manque de coordination de tout ce qui est vaccin. Parce qu'en fait, maintenant, on ne peut pas dire qu'on revient à la situation d'il y a un an. Il y a un an, il n'y avait pas d'horizon, pas d'espoir, on ne savait pas ce qui allait se passer. Maintenant, on sait qu'il y a des vaccins. Maintenant, il faut les acheter. Et même quand on les achète, il faut encore les recevoir. Le problème fondamental. Et il y a un blocage avec AstraZeneca en Europe. Il y a un blocage avec AstraZeneca, puisqu'en plus, les Anglais se sont virés de l'Europe, mais ils ne lâchent pas leur vaccin. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un plan de production vaccinale de type européen. Et ça, je le dis, je le redis, c'est une grave erreur pour l'Europe que de dépendre des Chinois, des Anglais et des Américains pour vacciner les Européens. Il n'est pas normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, au niveau européen, rien ne se soit fait, qu'on ne les ait pas achetés au niveau européen, c'est déjà un scandale, qu'on ait payé chacun des prix différents, qu'il y ait des concurrences entre différents pays, ça aussi, les Français... Ça, c'est encore une autre question, c'est l'unité européenne qui a été explosée sur les vaccins. Si aujourd'hui la France avait 20 millions de doses de vaccins, on ne serait pas en train de reparler d'un confinement en Île-de-France. Alors, c'est clair. Mickaël Arare, j'aimerais vous entendre et vous entendre réagir au micro-trottoir qu'on va passer maintenant, parce que Fabienne Lissac était aujourd'hui dans les rues de Paris pour interroger les Franciliens et leur demander s'ils étaient prêts à vivre justement ce nouveau confinement qui visiblement les attend dans les prochaines heures. Oui, je vais supporter un reconfinement, même si j'ai le sentiment que ça ne servira pas à grand-chose, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vit au jour le jour et qu'on ne sait pas du tout comment on va sortir de cette merde. De reconfiner les gens, je pense que ça va être peut-être la seule solution. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix aujourd'hui. Quand on voit les pays extérieurs, comme l'Italie, l'Allemagne, tout ça, qui ont reconfiné, c'est peut-être la méthode à suivre, je ne sais pas. Mais je pense que oui. Eh bien, moi, je crois que je le supporterai très mal. Parce qu'un an après, on en est au même point, alors ça va. Je vais faire du yoga, de l'activité spirituelle très poussée, pour m'élever à des niveaux très hauts et oublier cette psychose collective. Mickaël Arare, c'est pas la même chose, le confinement ou le demi-confinement, on ne sait pas trop, qui s'annonce pour demain pour tous ces citoyens qui sortent déjà d'une année compliquée. Non, le psychisme a besoin d'un équilibre, c'est comme une balance. Donc il y a des contraintes sur le psychisme et pour supporter les contraintes, il faut aussi des choses positives. Et donc le confinement, il stoppe quasiment toutes les choses positives, tous les loisirs, tous les plaisirs. Le loisir, le plaisir sur le plan de la santé mentale, c'est sérieux. Ça a l'air léger, mais c'est sérieux. Mais là, ça peut être le confinement de trop ? Le confinement de trop, non. Ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est deux choses. D'abord, c'est que forcément, on tire sur la corde et plus on tire sur la corde, plus les gens vont se déprimer. Ok. Le deuxième point, c'est que les enfants vivent plutôt pas mal le confinement. Ceux qui le vivent mal, ce sont les adolescents ou les étudiants en université, notamment parce que la vie sociale à cet âge-là est très constitutive, très épanouissante et qu'elle est évidemment bloquée. Et puis aussi que pour les universités, beaucoup n'ont pas de cours en présentiel et donc ils n'ont pas la vie sociale en présentiel et aussi ils décrochent scolairement parce que c'est très compliqué de se concentrer sur Zoom toute une journée. Donc ça génère aussi une grande angoisse sur l'avenir. Après, l'autre élément, c'est que le psychisme peut accepter beaucoup de choses à la condition qu'ils sentent qu'il y a une réalité derrière, qu'il y a un intérêt et qu'il y a un commandant de bord. Et c'est tout le problème de la France. C'est-à-dire qu'en France, les choses ont été tellement mal gérées et la communication était tellement dramatique depuis le début que la défiance est totale et que les gens ne sont pas sûrs que ça va servir. Donc on leur demande de faire un effort, mais ils n'ont plus ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont plus confiance en ceux qui leur demandent. Peut-être que cet effort est nécessaire, je ne sais pas moi si véritablement les confinements sont la meilleure solution. C'est pas trop mon propos. Mais le problème, c'est que les gens ne sont plus certains que ce soit nécessaire et comme la France, les dirigeants français ont eu une politique assez frileuse, ils n'arrivent pas à annoncer les choses avec entrain, avec force, et donc ils n'arrivent pas à faire adhérer les gens derrière eux. Alors que c'était tout à fait possible de prendre une position forte tout en étant attentiste, c'est-à-dire, écoutez, allez, Mickaël, allez au bout de votre pensée. On a deux exemples. L'exemple français, et Noémie l'a rappelé tout à l'heure, où jour après jour, le Premier ministre, un ministre, parfois le président, peu à peu donne la couleur avant de faire l'annonce. Modèle opposé, c'est le modèle israélien où le samedi soir, Benjamin Netanyahu prenait la parole pour annoncer que le dimanche, on fermait les aéroports, on fermait les magasins. C'est exactement que M. Gantz n'était pas d'accord et que ça prenait encore 3 jours supplémentaires. Ok, mais je parle de la forme. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que l'État israélien est un État fort sur le plan politique, il est respecté. Il y a une position très transparente et très active dès le début. Donc les gens ont globalement, quel que soit leur bord, confiance dans les décisions qui vont être prises. Et donc ils les acceptent de façon
pas trop contradictoires. Alors que comme en France, la défiance est énorme, eh bien, on n'accepte pas ces positions. Or, ça pourrait être une position acceptable, louable, de dire, écoutez, on ne sait pas ce qui se passe, regardez ce qui se passe partout dans le monde, mais faites-nous confiance. Donc là, cette mise en bouche, il faut faire et peut-être nous vous confinerons. Cette mise en bouche, le gouvernement français a tort de la faire. Il aurait dû faire avant-hier déjà les annonces, Macron. C'est une posture faible. C'est une posture faible qui a l'air de ne pas être sûre d'elle en permanence et puis qui demande aussi l'avis aux autres. Et on sent aussi qu'ils sont influencés par les sondages. On n'a pas l'impression qu'on a un commandant de bord qui sait où il va et qui a du courage. Le problème fondamental, je voudrais quand même reprendre la balle là-dessus. Le problème fondamental, ce sont les vaccins. Parce que la différence entre Israël et la France, c'est que nous, à partir du moment où nous avons reçu des vaccins, il y avait une perspective. Ici, en France, ils commandent des vaccins, ils ont signé des contrats pour des vaccins, ils ont parfois payé les vaccins, ils ne les reçoivent pas. Lorsque Jean Castex annonce il y a une semaine qu'on sera 10 millions de vaccinés au mois d'avril, puis il dit ah ben non, si on ne les reçoit pas la semaine prochaine, on sera que 8 millions, ça ne dépend malheureusement pas du politique. Et on rejoint ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'on est encore dépendant de facteurs extérieurs. En Israël, Netanyahou, de ce point de vue-là, en signant avec Pfizer un contrat où nous avons servi de Kobe tous, on est très content que ça ait réussi, mais ça aurait pu ne pas réussir et alors on aurait été dans une autre situation. Ici, il a fait un pari. C'est un choix politique. Mais voilà, c'est un choix politique que n'a jamais fait la France. Mais nous sommes seuls. Nous sommes seuls. La France n'est pas un pays isolé dans Mais la France n'a quand même jamais fait un choix politique fort. Et ce qui se passe avec la vaccination, ça va dans le sens de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les gens voient que la vaccination est un fiasco encore et donc perdent confiance en l'État français. Oui, mais partout. C'est ça le problème. Je vais entendre les réactions à Paris. Laurent, je vais entendre les réactions à Paris. Laetitia Kroupa, quand Michael Erhard dit finalement, parce que c'est le fond de votre propos, la France aurait dû être beaucoup plus affirmative dans ses décisions. Non, mais ça, c'est vu d'Israël. Ce n'est pas possible, Benjamin, c'est ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, d'avoir un pouvoir centralisé et de décider seul. Ce qui est dans les faits est vraiment... Oui, mais faire des petites annonces jour après jour. Les décisions sont prises en conseil. Et dire attention, aujourd'hui, on va peut-être faire quelque chose. Demain, on va peut-être faire quelque chose de quelque chose. Et après-demain, bon, on vous l'annonce, on confine. Je pense que c'est le suspense qui est insupportable. C'est insoutenable. Je suis d'accord. Voilà, le suspense, c'est pas possible. Et voilà, c'est insoutenable, mais dans le processus de décision, je vous assure qu'Emmanuel Macron décide avec vraiment très peu de monde autour de lui. Simplement, il faut mettre en scène, comme je vous le disais en préambule de cette émission, la concertation, la négociation, sinon ce n'est pas possible, parce qu'il y a un problème ici en France, et vous avez raison monsieur, de l'acceptabilité, si vous voulez. Annoncer une mesure, imposer une mesure, quelle qu'elle soit, si le peuple ne la respecte pas, c'est inefficace. Mais si les premières mesures avaient été bonnes, si les premières mesures n'avaient pas été un fiasco, alors ils auraient pu poser des mesures plus franches aujourd'hui. Non mais évidemment. Non mais évidemment, et après le problème effectivement c'est que vous arrivez avec cette annonce du confinement, mais vous ne pouvez pas dire simplement confinement sans parler de la vaccination. Vous avez raison monsieur, le fiasco de la campagne vaccinale qui était présenté vraiment comme la sortie de crise, comme un miracle. Si vous voulez, le politique nous le présente comme un miracle, et c'est vrai que scientifiquement... Et finalement, vous les avez pas, ces vaccins qui permettent la sortie. On l'attendait pas aussi vite ce vaccin, regardez-vous. Et on l'a pas, nous sommes à 2 millions pour les 2 doses, 2 millions et quelques. Et Jean Castex, je vous entendais en plateau, Jean Castex n'est pas revenu sur les 10 millions pour mi-avril. Il a maintenu hier soir sur BFM TV cet objectif. Donc je vous assure que la barre est haute, c'est-à-dire que là, on a un mois pour vacciner 8 millions de doses. Et voir ce que ça donne. Un vrai pari politique. Et voir si les promesses sont respectées. Alors attendez. Avant de vous redonner la parole les uns les autres, je voudrais d'abord vous montrer le sondage, enfin la question qu'on vous a posée aujourd'hui sur Twitter et sur Instagram, justement, cette question-là. Supporteriez-vous ce nouveau confinement, vous, depuis la France, aux 2 tiers, 63%, vous nous répondez non, 37% oui. Comme quoi, visiblement, certains en ont fait leur habitude et leur quotidien. Il faut dire que c'est le cas depuis 1 an. Et pour poursuivre ce débat, on va accueillir notre nouvel invité qui va interagir avec nous. Bonsoir Gilbert Collard. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ces grandes gueules Moyen-Orient. Je vais rappeler ces nouveaux chiffres alarmants. 35 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. On n'avait pas vu ça depuis le mois de novembre. Alors est-ce que finalement Emmanuel Macron a raté son pari de ne pas reconfiner quand on sait que l'échéance s'annonce inéluctable ? Écoutez, quand on écoute la plupart des médecins, je pense à Axel Kahn, je pense au professeur Rioux, le confinement serait
inéluctable et la tardivité dans sa mise en œuvre se traduirait par des décès qu'on aurait pu éviter. Je répète ce qui a été dit il y a un quart d'heure sur une chaîne de télévision par un professeur de médecine. On vit la plus grande crise peut-être de la crédibilité de la parole publique. Et c'est anxiogène. Et personne ne peut en être content. Je veux dire que quand on débat de la question de la pandémie, il ne peut pas y avoir, quel que soit le parti politique, de vainqueurs et de vaincus. On est tous à souhaiter que tout fonctionne. Mais si on remonte un peu le cours de l'histoire, on nous avait dit qu'il ne fallait pas porter les masques. On nous avait dit que c'était inutile. Les hôpitaux n'avaient même pas de surblouse. On nous a dit qu'on allait faire venir les vaccins. Ils ne sont pas là. À l'heure actuelle, il y a 6% dans le meilleur des cas de la population qui est vaccinée. Les vaccins achetés par le biais de l'Union européenne n'arrivent pas. Il y a même à l'intérieur de l'Union européenne des magouilles puisque le chancelier autrichien dénonce des contrats passés en douce à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a même des pays de l'Union européenne qui ont acheté des vaccins en dehors de l'Union européenne. Bon, donc on est frappé de plein fouet par l'échec d'abord de l'Union européenne et ensuite par la perte de notre souveraineté. Mais pour moi, et je pense qu'il ne peut pas y avoir de vainqueur dans cette histoire, hein. Pour moi, la faute originelle, impardonnable, c'est que les lits de réanimation promis en août 2020, on nous promettait 12 000 lits de réanimation. M. Véran l'avait promis, le président de la République l'avait promis. Aujourd'hui, ces lits de réanimation ne sont pas là. Et le choix, il est terrible. C'est que, vu l'aggravation de la pandémie, les hôpitaux sont obligés, par le truchement de leur personnel admirable, de faire des choix. Aujourd'hui, il y a des malades qu'on ne peut pas opérer parce qu'on n'a pas de lit de réanimation. Alors, comment a-t-on pu ne pas prendre la mesure alors qu'on a une dépense publique qui est colossale, hein, c'est la première dépense de l'OCDE. Donc vous dites au fond, c'est ça l'erreur de base, Gilbert Collard, c'est cette gestion des lits de réanimation. Noémie Aliouard. Oui, et la question de la crédibilité de la parole publique est extrêmement importante. Je vais abonder dans le sens de ce que vous disiez, et puis avec une question. Rappelons qu'il y a tout juste un an, donc le 17 mars 2020, eh bien, Sibeth Ndiaye, qui était alors porte-parole du gouvernement, eh bien, elle affirmait qu'il n'était pas nécessaire de porter des masques parce que ce n'était tout simplement pas utile lorsqu'on n'était pas malade. C'était il y a pile un an, et aujourd'hui encore, on se pose cette question de la parole publique. Aujourd'hui, on parle d'une pénurie de vaccins. Est-ce qu'on pourrait un jour rétablir cette confiance entre les politiques ? Vous êtes un politique, peut-être que vous avez un avis sur cette question, entre les politiques et le peuple. Gilbert Collard, dans la minute qui nous reste. Non, je crois que la crise est terrible, franchement, et elle va toucher tous les partis politiques. Tous les partis politiques. Quand on entend le Premier ministre nous dire que le vaccin AstraZeneca est un bon vaccin, et que le lendemain, le président de la République suspend la distribution de ce vaccin. Comment voulez-vous qu'on puisse continuer à faire crédit à la parole publique? Mais c'est impossible. Mais comment vous l'auriez géré, vous, Gilbert Collard? Pardon, comment vous l'auriez géré? Ça veut dire que c'est une remontée du terrain, ce qui s'est passé avec le vaccin. C'est peut-être pas la faute du gouvernement. Monsieur Collard, ce n'est pas non plus un problème franco-français. Il faut quand même être un peu honnête aussi vis-à-vis du gouvernement français. C'est un problème mondial, c'est un problème qui touche toute l'Europe. Lorsqu'il se passe des choses en Norvège et que le matin, monsieur le Premier ministre dit quelque chose et que le soir, le président de la République prend une autre décision, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose en Norvège, en Allemagne, en Italie. Ce n'est pas on parle de ça comme si c'était un problème franco-français. Ce n'est pas un problème franco-français. Alors, Gilbert Collard, pardonnez-moi. Gilbert Collard, vous pouvez rester avec nous quelques instants parce qu'on a pris un peu de retard. Oui. On va juste lancer la pub et on se retrouve dans quelques instants. On va poursuivre ce débat ensemble. Tiens, et comme vous êtes avec nous, je vais aussi vous interroger sur ce qui se passe dans les universités françaises avec ces réunions racisées interdites aux Blancs dans certaines universités. C'est même l'UNEF officiellement qui l'a reconnu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Et puis on parlera également des chiffres romains qui désormais disparaissent des musées. On ne pourra bientôt plus dire Louis Croivet-Bâton, ce sera désormais écrit en chiffres arabes. À tout de suite.
Les grandes gueules Moyen-Orient, la suite avec ce soir Michael Larard, Laurent Siget, à Paris Lydia Guirous, également Laetitia Kroupa, et toujours avec nous notre invité en Zoom aujourd'hui, Gilbert Collard, député européen. Gilbert Collard, juste avant la pause, Laurent Siget vous disait finalement, c'est pas la problématique du gouvernement français. L'histoire d'AstraZeneca, c'est une problématique qu'ont dû affronter tous les pays d'Europe et même tous les pays qui se sont retrouvés avec les résultats de ces vaccins-là et les effets secondaires. Les effets du Brexit. Je vous laisse répondre, Gilbert Collard. Oui, non, mais la particularité, c'est que M. Macron a attendu que Mme Merkel aboie pour se coucher, voilà. Parce que dans la nuit, entre le moment où Monsieur le Premier ministre dit que c'est un très bon vaccin, que le vaccin AstraZeneca, et le moment où le président de la République dit le contraire, il n'y a pas eu d'information, sauf erreur de ma part, toujours possible, qui justifie ou qui explique factuellement ce revirement. Donc c'est une manière de s'aligner sur la décision allemande. Voilà. Bon, maintenant, de nombreux pays... On attend tout de même la décision de l'Agence européenne du médicament. Donc je veux dire, il ne faut pas non plus faire de ça. Il ne s'est pas seulement couché devant Mme Merkel. On attend la décision de l'OMS qui vient de l'annoncer, plus la décision de l'Agence européenne du médicament. Donc je veux dire, il ne faut pas non plus... je comprends que vous êtes un homme politique et que vous, tout ce qu'on peut... Mais tout de même... On sait que, si vous permettez que je dise un mot, sinon je vous écoute avec infiniment de gentillesse, du reste je peux vous écouter pendant des heures. Et si je pouvais dire un mot, ce serait bien aussi, n'est-ce pas? Bon, je crois que les décisions sont prises, que le vaccin AstraZeneca va entrer de nouveau sur le marché. Donc on n'arrive pas, si vous voulez, mais moi je ne reproche pas aux uns et aux autres de prendre des décisions. C'est très difficile. Et vraiment, celui qui se croit le plus fort risque de périr sous les éclats de rire des dieux, comme disait Einstein. Mais ce que je reproche, moi, c'est le désordre de communication qui est très anxiogène, vraiment. Voilà. C'est ça que je reproche, c'est que je n'arrive pas à concevoir qu'un gouvernement ne se coordonne pas. C'est ma première préoccupation. Et à suivre donc demain. Gilbert Collard, vous restez avec nous parce que j'aimerais avoir votre réaction sur le sujet suivant, si vous voulez bien. C'est notre grand débat des grandes gueules Moyen-Orient ce soir. Des réunions d'étudiants interdites aux Blancs et réservées uniquement aux personnes, comme on dit, racisées. On pensait la chose presque clandestine. Pas du tout. L'UNEF, l'un des plus grands syndicats étudiants, en organise et même le revendique aujourd'hui, Noémie. Oui, parfaitement. Et c'est ce qui est insinué par l'utilisation du fameux terme de non-mixité, défendu donc par ce syndicat étudiant. La question était au cœur d'un entretien musclé ce matin sur Europe 1 entre la journaliste Sonia Mabrouk et la responsable du syndicat étudiant Mélanie Lucet. Cette dernière était interrogée sur la précarité des jeunes durant cette crise sanitaire, mais aussi sur les positions de l'UNEF sur le racisme. Regardez cette séquence. Aujourd'hui, quand on est une femme, on subit des discriminations. Donc on organise des réunions pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Ça ne veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions. Il n'y a aucune décision qui est prise en non-mixité dans l'UNEF. Dans l'UNEF, on considère que la lutte contre le racisme, elle doit se faire avec, d'un côté, avec à la fois les personnes blanches et les personnes non blanches. Donc on doit la faire ensemble. Il y a des réunions où les non-blancs ne sont pas admis. Et les blancs ne sont pas admis, c'est ça? Mais oui ou non? Ça a déjà été expliqué. Donc, mais est-ce que ça existe? Mais je viens de vous expliquer que ça existe. Ça existe donc comment? De quelle manière? Considérez pas la non-mixité comme une discrimination? Ou est-ce que vous voulez une vraie réponse comme je vous l'ai expliqué? Oui, il y a des réunions qui s'organisent, mais simplement pour parler des discriminations qui sont subies. Mais la question est simple, vous m'avez répondu. Donc la responsable du syndicat étudiant reconnaît l'existence de réunions de son syndicat interdites aux Blancs. De même qu'en septembre dernier, l'UNEF s'était déjà fait remarquer en faisant la promotion d'une réunion interdite aux hommes cisgenres au Panthéon Sorbonne. C'est un engagement qui pose la question d'une nouvelle ségrégation au nom de la lutte antiraciste. Alors j'aimerais vous interroger les uns les autres. Lydia Guirous, je vais commencer avec vous depuis Paris. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a aujourd'hui dans les facs une nouvelle génération dont l'obsession c'est la race ou le racisé entre guillemets, pour reprendre le terme consacré?
Ah oui, complètement. Il y a une évolution d'une partie de la jeunesse. Restons quand même optimistes. Vous avez d'autres jeunes qui ne sont pas dans cette bouillie intellectuelle qui est le racialisme et qui a encore du sens commun et du bon sens, je dirais. Mais effectivement, une bonne partie est imprégnée par les thèses racialistes. Et pour moi, le racialisme, c'est le nouveau racisme aujourd'hui, puisqu'ils n'ont aucun complexe à séparer les personnes en fonction de la couleur de leur peau, en fonction de leur sexe. Et c'est complètement contradictoire avec tous les combats qu'ont menés les féministes ou les personnes qui luttaient contre le racisme. Et c'est absolument dangereux parce qu'ils sont en train ils tentent d'installer en France une vision où on considère les personnes en fonction de la couleur de leur peau, en fonction de leur religion, en fonction de leur orientation sexuelle. Et c'est toute cette bouillie qui est venue des États-Unis avec les théories racialistes, l'indigénisme, l'intersectionnalité. Vous avez tout un nouveau vocabulaire qui apparaît et c'est extrêmement dangereux et en plus c'est des procès qui sont faits à toute personne qui ose les critiquer. C'est dans la même mouvance que les balances ceci ou balance cela que l'on a pu voir émerger, ou les procès en islamophobie qui sont faits pour un oui, pour un non. Moi je suis scandalisée quand je vois que cette jeune femme trouve tout à fait normal que les femmes soient séparées des hommes, trouve tout à fait normal qu'un blanc n'ait pas le droit d'accéder à une réunion simplement parce qu'il est blanc, trouve tout à fait normal qu'on fasse une journée hijab day au sein de Sciences Po ou qu'on traite tel professeur d'islamophobe et on est en plein dans l'islamo-gauchisme, mais aussi dans ce racialisme qui est un vrai racisme qu'il faut dénoncer sans cesse. Alors il y a un état des lieux, mais qu'est-ce qu'on fait comme mesure? Gilbert Collard, c'est quoi la solution que vous prenez, vous, par rapport à l'UNEF par exemple? Moi, je l'ai dit très clairement, dans la mesure où on dissout Génération Identitaire, je pense qu'il n'a rien à se reprocher. Je pense que l'on devrait dissoudre l'UNEF, qui est devenu un syndicat absolument insupportable, fascisant presque. Enfin bon, quand vous pensez que Mohamed Sifaoui a été obligé de se décommander alors qu'il voulait aller faire une conférence sur le radicalisme, que des professeurs à Grenoble ont été dénoncés parce que, étant islamophobes, que l'antisémitisme est d'une virulence inouïe au sein de ce mouvement, que les œuvres d'Eschyle ne peuvent pas être produites parce qu'on voit des masques noirs. Bon, il se produit quelque chose qui relève de la période de la terreur. C'est le commencement d'un terrorisme islamo-gauchiste intellectuel qui va finir par la réalité des corps. Il faut arrêter de croire que ce qui commence par des interdits qui semblent intellectuels n'aboutit pas à un moment donné à la frappe sur le corps. C'est incroyable qu'on puisse se permettre, dans une démocratie, de dire « ici on ne veut pas de blancs ». On avait déjà, rappelez-vous, ce fameux camp des coloniales, qui était interdit aux blancs. C'est du racisme. Bon, alors, je ne sais pas au nom de quel... Mais c'est réaliste, Gilbert Collard, dissout l'UNEF, parce que, pardonnez-moi, c'est un gros morceau, l'UNEF, c'est pas Génération Identitaire. Non, mais attendez, mais c'est pas... vous avez dit une vérité qui ne peut intéresser que les lâches, excusez-moi. Bon, mais si on... Je vous pose quand même la question. Non, mais vous avez raison, parce que, bon, il faut être réaliste. Ce gouvernement attendra le pire pour dissoudre l'UNEF. Mais à l'heure actuelle, ils foutent la haine partout. Partout, il y a des professeurs, j'en ai eu des témoignages, qui n'osent pas, vous entendez bien, qui n'osent pas prononcer certains mots dans leurs cours et qui s'autocensurent et qui arrivent... Et on a vu ce qui s'est passé à Grenoble. Oui, Laurent Siget. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Lydia, comme une fois n'est pas coutume, nous sommes d'accord. C'est d'abord du terrorisme intellectuel, c'est de ça dont on parle. C'est du terrorisme intellectuel. Intellectuel. Ma question c'était, est-ce que c'est la jeunesse des universités aujourd'hui? D'abord non, parce que j'ai quand même vérifié que ce que représentait l'UNEF. Alors il faut savoir qu'aux dernières élections estudiantines en France, 183 000 personnes ont voté, ce qui est 8,5% du corps estudiantin, et que l'UNEF, pour la première fois depuis sa création, est passé deuxième devant la FAGE. Donc déjà, la représentativité de ce corps, de ces syndicats, elle est très limitée.
Maintenant, moi, je ne crois mais pas. Ils sont actifs. Ils sont actifs. Mais, toujours, les groupes extrêmes sont actifs, donc il faut le Mais pas. c'est Moi, des petits apparatchiks Oui, mais qui rêvent de faire de la politique au sein du Parti Socialiste, c'est ça. Même pas au Parti C'est de... que Non, ça. non, pas au sein du Parti Socialiste. Ils sont plus à gauche que ça. Il y en a beaucoup. Ils sont plus à gauche. Ils sont plus proches de la gauche, mais ils sont proche quand du même centre-gauche. dans ce qu'est devenu le Parti Socialiste. Je suis proche du centre-gauche, je suis proche de la gauche républicaine. Je suis proche de la gauche républicaine. Je rappelle que Laurent représente le Parti travailliste israélien sur ce plateau. Je ne vous fais aucun procès. Je vous dis juste qu'en France, le Parti Socialiste est en perdition. Oui, mais je ne suis pas là pour défendre le Parti Socialiste. Je ne suis pas là pour défendre le Parti Socialiste en France. La seule chose que je dis, c'est que c'est quand même incroyable. D'abord, je ne sais pas, cette jeune femme que j'ai entendu parler ce matin à la radio, lorsqu'elle voudra faire des enfants, elle les fera avec qui? Parce que visiblement, elle n'aime pas les hommes. Il ne faut pas des hommes, elle n'aime pas les blancs. Alors, il va falloir que ça va être compliqué pour cette malheureuse. Mais le féminisme aujourd'hui, c'est quoi en fait, tel qu'elle le représente? Le féminisme, si le féminisme, c'est la défense de la condition humaine, de la condition féminine, je suis féministe. Si le féminisme, c'est la haine de l'homme tel qu'elle le prône, tel que ce syndicat le prône, alors il faut combattre ces gens-là. Il faut les combattre, il ne faut pas les dissoudre. Parce que, par les idées, il faut aller en allant sur le campus et comme on combat le BDS, monsieur. Oui, mais elle ne vous laisse pas débattre avec vous, puisqu'elle n'accepte pas tout le monde. Moi, j'estime que ce syndicat... Ils ne veulent pas débattre. En tout cas, qu'ils ne reçoivent pas de subventions publiques. Que la République ne nourrisse pas ceux qui essayent de la déconstruire. Mais ça reste tout de même un... J'aimerais entendre Mickaël Lara. Il faut le combattre sur le terrain. Vous dites ça, Mickaël Lara, parce que ce qui se passe là, c'est quand même... Laurent, pardonnez-moi. Monsieur Collard, il faut augmenter la participation. Il faut augmenter la participation aux élections estudiantines. Et croyez-moi que ces gens-là ne seront plus élus. Mais vous auriez raison si on était dans un monde de rêve. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'à l'heure actuelle, cette université empêche l'université de fonctionner. Elle fait régner une erreur intellectuelle et physique. Oui, là, on est d'accord là-dessus. Laurent, s'il vous plaît, j'aimerais avancer dans le débat. Mickaël Lara, parce que je vous donne la parole après. Ce à quoi on assiste, c'est quand même aussi une nouvelle génération qui impose ses codes à elle. Alors, est-ce une nouvelle génération, entre guillemets, avec des repères multiculturels qu'on n'avait peut-être pas dans les précédents? C'est l'inverse du multiculturel. D'abord, nouvelle génération, on va mettre un bémol, parce qu'on est sur ces syndicats, sur des très faibles pourcentages étudiants, ils représentent globalement qu'eux-mêmes, sont des syndicats de militants politiques, de jeunesse politique et de personnalités narcissiques qui veulent se servir de ces syndicats pour un jour faire un tremplin politique, pas autre chose. Après, il y a la question des syndicats politiques au sein même des universités. Pourquoi est-ce que on défend coûte que coûte la politisation dans les universités? On pourrait déjà poser aussi cette question. Ce qui me semble intéressant avec l'UNEF, c'est qu'ils n'imposent pas des idées. Ils détruisent les idées d'avant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mouvement paranoïaque de tout ce qui a été fait avant est forcément mal. Et il est interdit d'interdire, alors on va détruire tout ce qui était les fondations d'avant. Ça, c'est très très net. La France a perdu toute idéologie. Avant, en France, on avait une idéologie basée sur les Lumières, basée sur la liberté et l'égalité et sur la laïcité, et on allait l'exporter au monde extérieur. Nous l'avons toujours. Et aujourd'hui, la politique française n'a plus cette force. La politique française n'a plus cette force, et l'UNEF est symbole de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'exporte pas une idéologie, on importe les idéologies des autres, et l'idéologie de la France, ce serait de dire venez tous proposer ce que vous voulez, et le rôle de la France, ce serait de tout accepter. Eh bien, c'est une perdition d'identité, et il n'y a plus à s'interroger après pourquoi les jeunes sont perdus et pourquoi on va aller vers des dérives identitaires. Parce qu'il n'y a plus d'identité française. Et je vous entends à Paris, les uns les autres, dire finalement c'est qu'une minorité. Laetitia Kroupa voulait réagir. Bien sûr, mais on le disait tout à l'heure, et à juste titre. Je suis d'accord là avec ce qui vient d'être dit. Je trouve que c'est très caricatural. Est-ce que je peux prendre la parole ou pas? Bien sûr, prendre la parole ou pas? Juste pour rebondir sur ce que monsieur venait de dire. Non, bien sûr qu'il y a une identité française. Évidemment qu'il y a une identité française, mais il n'y a plus de réceptacle pour la colère, pour le ressentiment, pour les déçus, pour tous ceux qui se sentent déclassés. Et c'est très
très très prégnant aujourd'hui en France. Et donc, évidemment, vous avez raison Lydia, les minorités ultra agissantes, ultra bruyantes, eh bien, se faufilent. Elles saisissent l'occasion, c'est de l'opportunisme. Les micros sont tendus. Pourquoi ? Parce que les médias réagissent et font uniquement de l'émotion aujourd'hui, très peu de rationalisation, très peu de raison, très peu de factuel. Donc, ils ont un contexte médiatique avec les réseaux sociaux qui démultiplient. C'est vous, Laetitia, qui critiquez les médias. La parole et qui aussi segmente. Oui, je vous le dis. Non, parce c'est la quête du buzz et ils sont bons clients. Mais moi, je peux être journaliste et critiquer l'écosystème dans lequel je travaille depuis 20 ans. Et je peux vous dire que oui, il y a un appétit médiatique pour l'émotion qui donne beaucoup trop la parole à ce type de minorité bruyante, encore une fois, agissante, et qu'il y a un manque flagrant côté politique, côté associatif. Une autre offre. Est-ce qu'il y a une autre offre? Donc c'est pas une caricature de ma part de dire que aujourd'hui le centre n'a pas d'idéologie forte à proposer. Le combat doit être mené. Il y a des combattants pour défendre l'universalisme à la française. Il y a des combattants pour défendre la laïcité, pour défendre les valeurs de la République et l'identité de la France. Parce que ce n'est pas... Peut-être ils sont là sur ce plateau ce soir. J'en ai plusieurs sur ce plateau ce soir. Effectivement, et j'en sais quelque chose. Mais je crois que nous ne devons pas laisser... Nous ne devons pas laisser... Non, vous faites vraiment erreur, monsieur, et vous parlez à une personne qui passe son temps à défendre cette identité, ce rayonnement des valeurs de la République aussi, et vous avez sûrement ces valeurs, mais elles ne sont pas défendues par les grands partis français. Écoutez, nous sommes très nombreux à les défendre et de plus en plus nombreux. Vous avez des politiques qui effectivement sont lâches. Vous avez une partie de l'élite qui est composée de pleutres et qui ne veut jamais se mouiller le maillot pour défendre cette belle France qui, je pense, doit encore rayonner dans le monde. Et nous devons les combattre pied à pied. Donnez-moi un dirigeant politique de premier rang avec un courage et une idéologie forte. Manuel Valls. Je pense que la loi sur le séparat déjà des éléments. Il était premier. Il était Premier ministre. Je pense, monsieur, que vous ne voulez pas voir ce qui fonctionne en France. Vous ne voulez pas Gilbert Collard, et ce sera le mot de la fin sur cette partie de débat. Gilbert Collard. Non, mais moi je m'ennuie là. Je vais vous quitter parce que je m'ennuie. Il y a une mauvaise foi absolue de votre part, monsieur. C'est très intéressant de vous écouter, mais on se sent un peu con quand on ne peut pas intervenir. Je vous en prie, Gilbert Collard, je vous donne la parole. Merci, c'est gentil parce que je commençais. Moi, je trouve que c'est tout à fait injuste de dire qu'il y a une démission de la défense de l'identité et de l'histoire. Il y a des gens qui se battent, et ils se battent tellement qu'ils se retrouvent en correctionnel. On les poursuit aujourd'hui en France. On les poursuit s'ils défendent l'histoire. On les poursuit s'ils défendent une certaine conception de la patrie, de la nation, voilà. Et ils se retrouvent poursuivis en correctionnel. Bon, il y en a qui le méritent, hein, attention, qu'on se comprenne bien, hein, mais défendre aujourd'hui certaines idées qui sont liées à l'histoire, au respect de l'histoire, on est mal vu, on passe pour un facho, on passe pour un réac, et il faut accepter de monter au combat en se faisant insulter sur les chaînes de télé, dans les plateaux, parce qu'on n'est pas dans le temps, on n'a pas le prix Nobel médiatique de la paix, on est voilà. On vous dit que vous êtes islamophobe, réactionnaire et conservateur. Voilà. Regardez ce qui est arrivé à Finkielkraut quand même, comme il a été traité. Comme il a été piétiné par les médias, alors qu'il n'y a pas un philosophe plus honnête que lui, plus objectif que lui, même si parfois on n'est pas d'accord. Mais quelle importance, mon Dieu, aimer son pays, c'est vivre ensemble en n'étant pas d'accord, sans s'insulter, sans se jeter l'opprobre. C'est ce que propose Madame Le Pen, je suppose. De vivre ensemble, c'est ce que le vivre ensemble. Non, je vous pose sérieusement la question. Gilbert Collard. Voilà le vous avez prototype raison de la poser réflexion. cette question, non, mais je vous pose la question. Laissez-le répondre. est bien étrange ce soir. Qui réduit le débat à de la querelle inutile. C'est pas de la querelle inutile, c'est une question légitime, monsieur. Vous êtes un homme politique, on a le droit de vous questionner ou pas encore? Elle n'a jamais fait de mal à personne. Bon. Madame Le Pen, elle n'a jamais créé de camp interdit à qui que ce soit. Mais je n'ai pas dit qu'elle a fait. Je vous pose la question, est-ce qu'elle propose de vivre ensemble? Je vous ai posé une question qui est légitime, puisqu'elle est candidate. Et écoutez-moi, s'il vous plaît, parce que ce que j'ai à vous dire est sérieux. Moi aussi. On est en train de vous parler d'un moment où on interdit des pièces d'Eschyle ou d'Euripide.
Et vous trouvez le moyen de dire « et Madame Le Pen ». Non, eh bien, moi, voyez-vous, il y en a qui interdisent l'abattage rituel, et ça empêche aussi les juifs de vivre. Attendez, laissez Gilbert Collard terminer. Gilbert Collard termine. Laurent, laissez-le terminer. C'est pas un problème pour les juifs, vous savez, il n'y a pas que des pièces, il y a la façon de vivre, il y a la façon de manger. Ça aussi, ça nous pèse, nous, en tant que juifs, de ne pas pouvoir manger cachère. On est habitué au hockey politique. Moi, je vous le dis, je ne comprends pas qu'un homme qui est attaché à l'humanisme ne puisse pas s'indigner quand il apprend que des pièces... Mais je suis indigne, je suis tout à fait, de ce point de vue-là, je suis tout à fait de votre côté, monsieur. N'ayez pas de doute que je ne suis pas du côté, de l'UNEF et des islamo-gauchistes. Qui détruit notre identité. Tout à fait. On a alors tout à fait un islamo-gauchiste. Tout à fait, nous sommes d'accord. Vous en êtes Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Bien. Le débat est en train de dévier de sujet. On n'a plus le droit de dire je suis fier d'être français sans avoir de procès. Merci, je crois que les messages des uns et des autres sont passés. Merci beaucoup Lydia. Lydia, s'il vous plaît. Il y a une volonté politique quand même. Merci. Gilbert Collard, merci d'avoir été avec nous ce soir. Il y a une enquête qui est lancée à l'université par la ministre. On vous a entendu. Gilbert Collard, merci d'avoir été avec nous. J'espère quand même que vous n'êtes pas ennuyé, que vous reviendrez, Gilbert Collard. Oui, mais il y a Moi, je veux qu'on puisse continuer à parler d'Aristote et de Molière, vous comprenez? Merci beaucoup. Moi, dans une société où on ne pourra plus parler des poètes, des philosophes, eh bien, j'ai pas envie d'y vivre. Merci beaucoup. Vous avez raison. Merci Gilbert Collard d'avoir été avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient et votre voix a aussi été entendue. Allez, pour finir cette émission, dans les quelques minutes qui nous restent, on va parler non pas d'une langue morte, mais de chiffres qui, eux, sont peut-être sur le point de mourir. Ah, mort, Louis Croivet bâton. Ah, mort, Louis Croivet bâton. Ah, mort, Louis Croivet. Il sait pas lire Henri XVI, il est naze. T'es naze, toi. Voilà, attendez. Là, j'explique depuis le début, c'est simple. Écoutez-moi les enfants, c'est pas Henri XVI, c'est pas Louis Croivet machin truc bidule, hein, c'est Louis XVI. Louis XVI. C'est Louis XVI, voilà. Hein. Bah, il y en a un sur deux qui a compris. C'est pas si mal, explique-lui, Mohamed. C'est Louis XVI, abrité. Louis XVI. Et Croivet, bâton. Et oui, vous vous souvenez sûrement de ce sketch mythique des Inconnus sur Louis XVI, ce trio de légendes produit par le brillant Paul Lederman. Eh bien, visiblement, les musées de France ont eu peur que la jeunesse n'arrive plus à prononcer correctement les noms des rois de France. Comme dans ce spectacle, pour preuve, plusieurs grands musées ont tout simplement renoncé à l'utilisation des chiffres romains. D'abord le Louvre et plus récemment le musée Carnavalet. Regardez par exemple cet exemple, suite à des travaux de rénovation, les panneaux qui accompagnent les œuvres ont été modifiés. Motif, les visiteurs ne savent plus lire la numérotation antique. Louis XIV s'écrit désormais Louis XIV en chiffres arabes ou Louis XVI en chiffres arabes et plus en Louis Croivet-Bâton, comme le disaient si bien les Inconnus. Quelles sont vos réactions aux uns et aux autres, Michael Larard, quand vous voyez ça, vous dites quoi? C'est l'évolution naturelle des choses, ou alors on devrait regretter les chiffres romains? Mais ça ne me poserait pas de problème si la culture était toujours puissante et si les musées attiraient toujours beaucoup de gens. Et évidemment que c'est parce qu'on voit ça comme le symbole de l'effondrement de la culture que ça nous peine. Je pense pour autant qu'il faut que les musées aillent chercher un petit peu plus, parce que sinon la défaite elle est annoncée. Donc il faut aller chercher. C'est une défaite ce qu'ils font là. La défaite elle est là, mais la défaite elle est bien avant. Elle est par la fréquentation des musées, par les jeunes étudiants. Donc vous proposez un nivellement par le bas? Non, pas du tout. Vous voyez, on peut pas dire quelque chose d'un peu nuancé. Je propose pas un nivellement par le bas. On va pas mettre des croquis faits par des enfants en réinsère par des gosses de je sais pas quoi, de ZEP à la place de la Joconde. Bien sûr que non. Mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui aille chercher. Il faut tendre la main. Il faut aussi rendre plus ludique les musées, parce que sinon c'est perdu d'avance. C'est sur un fond d'égalitarisme en réalité que cette décision a été prise. C'est sur... En fait, c'est le nivellement par le bas dans l'ensemble de la société. On se met au niveau des plus nuls. Et on est en fait dans une forme d'égalitarisme. À Sciences Po, on ne passe plus de concours parce que vous comprenez, il ne faudrait pas que le concours, ça peut être discriminant et donc certains n'ont pas le niveau, donc on arrête le concours. Là, c'est la même chose. Et je trouve que c'est une forme de renoncement de la part de la culture et qu'au contraire, ils ont un devoir, c'est celui d'élévation pour ces jeunes enfants. On ne doit pas se mettre demain, vous imaginez, en langage SMS peut-être
les notices dans les musées. Peut-être qu'on fera des dessins pour qu'ils puissent comprendre, parce que vous comprenez, il y a pas mal d'élèves qui ne savent pas tout à fait lire. Qu'est-ce qu'on fait? Et vraiment, l'écriture inclusive est un petit peu trop... Non, mais quand même. Encore faut-il qu'ils sachent lire. Peut-être qu'on va arriver au dessin, peut-être qu'on va arriver au photo, mais en tout cas, moi je crois que c'est une grave erreur. Et il y a une question peut-être de, est-ce qu'on a la volonté d'un effacement de l'héritage gréco, mais c'est ça la vraie question. Romain, en effaçant ces question. chiffres. Laetitia, il nous reste moins d'une minute. Laetitia, je vous entends aussi là-dessus. Parce que vous êtes pour un partage, Laetitia. Alors juste pour le Louvre, oui, juste pour le Louvre, information pour les rois et les reines, on garde les chiffres romains, ça c'est la parenthèse. Et juste pour citer un journal, le Corriere della Sera, qui disait que finalement il y avait un renoncement ici en France dans les musées de la culture face finalement au fast-food de la pensée, alors qu'aux États-Unis le Super Bowl, accrochez-vous bien, continue d'utiliser les chiffres romains pour nommer le numéro de ses éditions. Donc vous voyez un peu, vous comprenez là le schisme. Enfin, c'est pas possible qu'en France on accepte ce renoncement. C'est pas possible qu'on s'abaisse à ce niveau-là. C'est le nivellement, par le bas. C'est l'idiocratie pour la masse. Finalement, c'est presque le rétablissement des classes. C'est-à-dire que les masses, elles vont devoir se contenter d'un niveau beaucoup plus bas. Et par contre, les élites, elles auront toujours accès à la culture et à la grande culture. Ça, c'est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. Mais je suis d'accord. Il y a bien un pays avec le. Attendez, qui encourage la culture, qui donne 1% de son budget à la culture. Il n'y en a pas beaucoup des pays qui donnent 1% de leur budget à la culture. C'est la France. Est-ce que ça marche? Qu'il faille l'adapter, je dis bien. Mais il ne faut pas niveler par le bas. Il ne faut pas qu'on abaisse les niveaux pour se mettre au niveau des étudiants. Il faut que les idiots, il faut le nivellement par le bas. Il faut que les idiots deviennent moins intelligents que les moins intelligents. La Claude, on va s'arrêter là-dessus. Très intelligent. Merci génie. Ça, merci Laurent. Sinon, merci Michael. Mais écoutez, c'est peut-être la question qu'on posera demain sur Twitter et Instagram pour savoir si c'est le nivellement par le bas. Mesdames, je vous remercie également à Paris, Lydia Guirous, Laetitia Krupa. On se retrouve demain soir pour les prochaines Grandes Gueules Moyen-Orient. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Mathias Inbar pour Défense. À demain 20h.